sommaire de votre journal cette semaine, l'avenir de Jaguar et la stratégie électrique du groupe, les défis de la distribution française face à ses créanciers, la nouvelle tentative de structurer les paiements en Afrique et la crise que traverse l'industrie du nickel indonésien. Nous évoquerons aussi la situation tendue à la DGFiP et les défis de la réindustrialisation en France. Commençons par le secteur automobile. Avec une marque au riche passé, Jaguar, le constructeur britannique, propriété du groupe indien Tata, est engagé dans une refonte stratégique radicale pour tenter de sortir de la crise. Marc, quel est le plan ? Jaguar a décidé d'abandonner ses motorisations thermiques et de se positionner exclusivement sur le marché du luxe électrique. L'objectif est de monter en gamme avec une nouvelle génération de véhicules, dont un coupé 4 portes attendu pour l'été 2026, promettant une autonomie de 700 km. Les prix moyens devraient être doublés, visant une clientèle plus aisée. C'est un pari risqué. Les ventes de Jaguar ont chuté drastiquement ces dernières années, la marque ne représentant plus qu'une petite partie des ventes globales de JLR. Le défi sera de conquérir une clientèle habituée à des marques comme Bentley ou Rolls-Royce, tout en gérant le coût élevé de développement d'une plateforme dédiée et en évitant d'aliéner ses clients historiques. En France, le secteur de la grande distribution traverse une période difficile. Deux géants, Casino et Auchan, sont sous la pression de leurs créanciers. Julie, quel est le diagnostic ? Effectivement. Sous un contexte de consommation atone, Casino fait face à d'importantes échéances de dette. Ses prêteurs demandant à l'actionnaire principal, Daniel Kretinsky, d'injecter des fonds propres ou de négocier des extensions. De son côté, Auchan voit ses banques presser la famille Mullier d'augmenter le capital de sa holding Hello. Cette situation met en lumière la montée en puissance des fonds d'investissement spécialisés dans le rachat de dettes à décote. Cela entraîne un risque de renégociation douloureuse, des pressions sociales, comme le montrent les plans de suppression d'emplois chez Auchan, et une possible recomposition du capital des deux groupes. C'est une période de fragilité financière et de risque social important. Changeons de continent pour parler d'intégration économique. L'Afrique a lancé une nouvelle initiative pour faciliter les paiements transfrontaliers. Marc, expliquez-nous le principe. Il s'agit du Pan-African Payment and Settlement System, ou PAPSS, soutenu par Afreximbank. Son objectif est de permettre les paiements entre pays africains en monnaie locale, réduisant ainsi la dépendance aux devises étrangères et les coûts de transaction, estimés à 5 milliards de dollars par an. Une nouvelle place de marché de devises locales, le PAZM, vient d'être lancé. C'est une avancée structurelle majeure. Si le système atteint une masse critique, il pourrait libérer des liquidités immobilisées, améliorer la compétitivité des entreprises et renforcer la souveraineté monétaire du continent. Cependant, des défis subsistent, notamment l'adhésion de toutes les banques et États, ainsi que la liquidité des marchés de change locaux. Passons à l'industrie des matières premières, avec une crise qui se profile dans le secteur du nickel, essentiel pour les batteries de véhicules électriques. Julie, où en est-on en Indonésie ? L'Indonésie, qui contrôle une part croissante de la production mondiale de nickel raffiné, fait face à une surcapacité de ses raffineries, exacerbée par la chute des prix sur le marché international et des tensions sur l'approvisionnement en minerais minéraux. Plusieurs usines ont déjà ralenti ou arrêté leur production. Ce contexte est particulièrement préoccupant, car l'Indonésie vise à contrôler près des 3/4 de l'offre mondiale de nickel raffiné d'ici la fin de la décennie. La crise actuelle pourrait entraîner des fermetures, des licenciements massifs et un risque systémique pour les petits raffineurs, tout en impactant l'approvisionnement des chaînes de valeur de batteries, notamment face à la montée en puissance des batteries LFP moins gourmandes en nickel. Dans un registre plus social, nous devons aborder une situation alarmante au sein de la Direction générale des finances publiques. Une vague de suicides et de tentatives a été recensée ces derniers mois. Marc, quel est le contexte ? Ces tragédies surviennent dans un contexte de profonde réorganisation, de suppression d'emplois et d'objectifs accrus au sein de la DGFiP. Les syndicats dénoncent un malaise collectif profond, lié à une charge de travail intense et à des conditions de travail dégradées. Face à cette situation, la direction annonce un plan de prévention, incluant des formations aux premiers secours en santé mentale. Mais les syndicats appellent à des enquêtes systématiques et redoutent une aggravation du climat social si des mesures structurelles ne sont pas prises rapidement pour répondre à cette crise humaine. Enfin,
un regard sur l'état de l'industrie en France. La tendance à la réindustrialisation est-elle confirmée ou la désindustrialisation reprend-elle le dessus? Julie? Les chiffres du premier semestre 2025 sont contrastés. Si l'on observe des créations d'emplois dans des secteurs comme l'énergie et les déchets, la France continue de perdre des sites industriels. Les fermetures nettes d'usines, notamment dans l'automobile et l'agroalimentaire, restent préoccupantes. La difficulté à monter en cadence pour les nouvelles industries liées à la décarbonation, comme les batteries ou les électrolyseurs, est un frein majeur. Malgré les aides publiques et les projets de relocalisation, l'industrie française peine à inverser la tendance de désindustrialisation, soulignant la nécessité de politiques de soutien robustes et d'une stratégie claire pour sécuriser nos capacités productives. C'était Clés Actu à vendredi prochain.